Salut tout le monde. Le cours d'aujourd'hui, c'est la fonction convertir. Elle fait partie de la chaîne d'énergie. On rappelle la chaîne d'énergie, c'est alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Dans un système automatisé, souvent la finalité de l'action sur la matière d'œuvre est de nature mécanique. Puisque l'énergie souvent disponible est une énergie soit électrique, soit pneumatique, alors il faut convertir cette énergie en énergie mécanique, d'où l'utilisation des actionneurs qui assurent cette fonction de conversion. Grand 1, définition. Un actionneur est un constituant convertissant une énergie d'entrée, soit électrique, hydraulique ou pneumatique, en énergie de sortie, généralement mécanique, utilisable pour obtenir une action. Donc, la fonction d'un actionneur, c'est convertir l'énergie, une énergie d'alimentation distribuée, peut-être pneumatique ou électrique. Il va la convertir en énergie utilisable. Cette énergie, c'est une énergie mécanique, soit de rotation, soit de translation. Pour les actionneurs qui font cette conversion d'énergie, on a un vérin. Le vérin, il convertit l'énergie pneumatique en énergie mécanique de translation. Et le moteur, il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Remarque, il existe des actionneurs qui ne produisent pas de mouvement, comme la résistance électrique, qui transforme une énergie électrique en énergie thermique. Grand 2, l'énergie d'entrée de l'actionneur. Le choix de l'actionneur dépend de l'énergie disponible dans l'environnement du système et elle dépend aussi des caractéristiques souhaitées pour l'énergie sortante de l'actionneur. Pour l'énergie électrique, le vecteur c'est l'électricité, le symbole d'une source monophasée, et c'est le symbole d'une source triphasée. Le troisième symbole, c'est le symbole d'une source, la source c'est une pile. Pour les paramètres essentiels, U c'est la tension en volts, I c'est le courant en ampères, F c'est la fréquence en hertz. Et pour l'énergie pneumatique, le vecteur c'est l'air comprimé, c'est le nouveau symbole de la source d'énergie pneumatique et c'est l'ancien symbole. Les paramètres essentiels, c'est la pression en pascal et le débit. Le débit d'air, c'est en mètres cubes par seconde. Et pour l'énergie hydraulique, le vecteur c'est l'huile sous pression. C'est le nouveau symbole de la source, une source d'énergie hydraulique. Et c'est l'ancien symbole. Pour les paramètres essentiels, c'est la pression en pascal et le débit d'huile en mètres cubes par seconde. Grand 3, énergie mécanique en sortie de l'actionneur. Un actionneur fournit une énergie mécanique sous forme d'un mouvement ou d'une action. Pour le mouvement de translation, les paramètres essentiels sont la puissance en watts, Cp, est égal à F fois V. F, c'est la force en newton. V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Et pour le travail, c'est en joules. Le symbole, c'est W, est égal à F fois L. F, c'est la force en newton. Et L, c'est le déplacement en mètres.
exemple d'actionneur, c'est un vérin. Il y a des vérins pneumatiques et il y a des vérins hydrauliques. Et si le mouvement produit par l'actionneur est un mouvement de rotation, les paramètres essentiels sont la puissance en watts, P est égal C fois oméga. C, c'est le couple en newton fois mètre. Oméga, c'est la vitesse en radians par seconde. Et aussi un autre paramètre, c'est le travail en joules. W est égal C fois θ. C, c'est le couple en newton fois mètre. θ, c'est l'angle de rotation en radians. Exemple d'actionneur, c'est un moteur électrique. Grand 4, les vérins. Les vérins convertissent l'énergie du fluide sous pression en énergie mécanique. Cette énergie mécanique, c'est une énergie mécanique de translation. 4.1. Constituant du vérin. Un vérin constitué d'un cylindre et du piston. Numéro 1, c'est un orifice de raccordement. Numéro 2, c'est un tube fermé par les flasques. Donc c'est le cylindre. Numéro 3, c'est le piston. Numéro 4, c'est un orifice de raccordement. Et numéro 5, c'est la tige du vérin. Quatre 2. Type de vérin. On va commencer par les vérins double effet ou les vérins bistables. C'est le symbole d'un vérin double effet. Pour la sortie de la tige, elle est provoquée par la pression du fluide et la rentrée de la tige, elle est provoquée par la pression du fluide. Donc on dit que pour les vérins double effet, le fluide sous pression provoque les deux mouvements, c'est-à-dire la sortie et la rentrée de la tige. Maintenant, on passe aux vérins simple effet. Ce sont des vérins monostables. On a à l'intérieur des vérins un ressort. Pour l'exemple qu'on a ici, à la présence de la pression provoque la sortie de la tige. Si la pression est absente, le ressort va provoquer la rentrée de la tige. Donc, on dit que le fluide sous pression ne provoque qu'un seul mouvement. Pour le symbole d'un vérin simple effet, on a deux symboles. Le premier symbole, c'est un symbole à tige sortante, c'est-à-dire que le ressort provoque la rentrée de la tige. Et le deuxième symbole, c'est un symbole à tige entrante, c'est-à-dire le ressort provoque la sortie de la tige. Quatre 3. Grandeur physique. Le choix et le dimensionnement d'un vérin s'effectuent en fonction de l'effort à transmettre. Cet effort est lié à la pression par la relation suivante. F est égal P fois S. F, c'est la force en newton. P, c'est la pression en pascal. PA. S, c'est la surface en mètres carrés. À pression constante. Si la surface est grande, on va obtenir
une grande force. Si la surface est petite, on va obtenir une petite force. Ou si on a la surface est constante. Pour une grande pression, on va obtenir une grande force. Et pour une petite pression, on va obtenir une petite force. Effort théorique. Le cas de la sortie de la tige. Donc, on a la pression provoque la sortie de la tige. Donc, la surface du piston subissant la pression, c'est cette surface. C'est la grande surface. Donc, l'effort théorique, est égal P fois pi fois D au carré sur 4. Pi fois D au carré sur 4, c'est la section du piston. Et pour le cas de la rentrée de la tige, on a l'effort théorique prime est égal P fois pi sur 4 fois grand D au carré moins petit d au carré. Donc, dans le cas de la rentrée de la tige, la surface subissante la pression, c'est celle qui est en bleu. Donc, cette section est égale à la grande section moins la petite section. C'est-à-dire qu'on a la section qui subit la pression, c'est pi sur 4 fois grand D au carré moins petit d au carré. Maintenant, on va voir l'effort réel. Pour le cas de la sortie de la tige, l'effort réel Fn est égal à FTH, l'effort théorique, moins Fp plus Fr plus Ff. Fp, c'est la force de contre-pression. Fr, c'est la force du ressort de rappel. Ff, c'est la force du frottement. Pour le taux de charge, T est égal à Fn sur FTH, c'est-à-dire il est égal à l'effort réel sur l'effort théorique. Pour la vitesse du vérin, V est égal à QV sur S. S, c'est la section. QV, c'est le débit en mètres cubes par seconde. Et V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Pour le rendement du vérin, est égal à PU sur PA. PU, c'est la puissance utile du vérin en watts. C'est la puissance qu'on a à la sortie. Et à l'entrée, on a la puissance absorbée en watts, PA. Donc, le rendement, elle est égal aussi à Fn fois V sur QV fois P. Et pour l'effort réel en cas de la rentrée de la tige, Fn' est égal à F'TH moins Fp plus Fr plus Ff. Donc on rappelle, Fp c'est la force de contre-pression, Fr c'est la force du ressort de rappel, Ff c'est la force du frottement. Exemple d'utilisation des vérins. On a ici un vérin et une pièce. Donc c'est pour le transfert de la pièce. Le deuxième exemple, c'est pour pivoter la pièce. Le troisième exemple, on a une pièce qui est mise en position et le vérin effectue le serrage, c'est-à-dire le maintien en position. Cet exemple, c'est pour l'éjection.
de la pièce. Et le dernier exemple qu'on a, c'est pour le marquage. 5.5. Amortissement en fin de course. Le déplacement de la tige des vérins est un mouvement rapide et qui peut être brutal. Dans le cas des vérins de fort diamètre, l'arrivée en fin de course du piston peut provoquer des chocs mécaniques qui risquent d'endommager le matériel. Il existe deux solutions. Utiliser un amortisseur ou équiper le piston d'un petit diamètre réduit. On a ici un exemple d'amortissement des vérins. On a un petit trou, une portion de diamètre réduit. Arrivé à la fin de course, la portion de diamètre réduit ferme l'échappement. L'air ne peut pas s'échapper par le petit trou. Donc la pression de l'air retenu dans cette manière augmente et s'oppose au déplacement. Donc le piston est freiné. 5.6. Câblage d'un vérin. Exemple. On a ici un circuit de commande, un circuit de puissance pour un vérin double effet. Repère 1Q, c'est une vanne. Sa fonction c'est isoler ou non le circuit en air comprimé. Repère 1F, c'est un filtre. 1R, c'est un régulateur de pression. Et 1G, c'est un manomètre. Donc, c'est le groupe de conditionnement. Donc, sa fonction, c'est conditionner l'air comprimé. Repère 1D, c'est un distributeur 4-2, c'est-à-dire 4 orifices, 2 positions, bistable. On a la commande des deux côtés, à commande électromagnétique. Sa fonction, c'est distribuer la puissance pneumatique au vérin. Repère 1Q2 et 1Q4. Ce sont des réducteurs de débit réglables avec clapet. Leur fonction, c'est ralentir la sortie et la rentrée du vérin. Repère 1C, c'est un vérin double effet. Sa fonction, c'est déplacer une pièce. Repère 1S0, c'est un détecteur de proximité à commande magnétique, ILS. Et repère 1S1, c'est un détecteur de proximité inductif. La fonction des deux détecteurs, c'est commander le déplacement de la tige des vérins. « 4.7. Installation hydraulique. Une installation hydraulique est constituée de 3 zones. La première zone, c'est la source d'énergie. C'est un générateur de débit, centrale hydraulique. Deuxième zone, récepteur hydraulique qui transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Ce sont les vérins ou les moteurs hydrauliques. La troisième zone, c'est une liaison entre les deux zones précédentes, c'est-à-dire la zone 1 et la zone 2. On peut trouver dans cette zone des éléments de distribution, c'est les distributeurs, des éléments de liaison, par exemple des tuyaux, et les accessoires, par exemple les appareils de mesure, des appareils de protection ou de régulation.
On a ici un exemple de schéma hydraulique. Un schéma hydraulique représente toujours l'équipement en position repos ou initiale. Repère numéro 1, c'est un réservoir. Sa fonction, c'est stocker le fluide. Repère numéro 2, c'est une pompe hydraulique. Sa fonction, c'est générer la puissance hydraulique. Repère 3, c'est un moteur électrique. Sa fonction, c'est actionner la pompe. Repère numéro 4, c'est un distributeur 4-3, c'est-à-dire 4 orifices, 3 positions, bistable à commande électromagnétique. Sa fonction, c'est distribuer la puissance hydraulique au vérin. Repère numéro 5, c'est un vérin double effet. Sa fonction, c'est transformer la puissance hydraulique en puissance mécanique. Repère numéro 6, c'est un accumulateur. Sa fonction, c'est stocker l'énergie hydraulique et restituer en cas de besoin. Repère numéro 7, c'est un régulateur de débit. Sa fonction, c'est régler le débit et la vitesse des fluides. Repère numéro 8, c'est une vanne. Sa fonction, c'est distribuer ou interrompre le passage des fluides. Repère numéro 9, c'est un limiteur de pression. Sa fonction, c'est protéger l'installation contre les surpressions. Repère numéro 10, c'est un filtre. Sa fonction, c'est empêcher des impuretés de s'infiltrer dans des organes sensibles. Repère numéro 11, c'est un manomètre. Sa fonction, c'est indiquer la valeur de la pression. Repère numéro 12, c'est un débitmètre. Sa fonction, c'est indiquer la valeur de débit. Repère numéro 13, c'est un clapet anti-retour. Sa fonction, c'est autoriser le passage du fluide dans un seul sens. Grand 5, moteur à courant continu. 5.1, actigramme à -0. Donc, pour le moteur à courant continu, sa fonction, c'est convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Donc, l'énergie d'entrée, c'est une énergie électrique, c'est un courant continu. Et l'énergie de sortie, c'est une énergie mécanique de rotation. Et on a des pertes d'énergie. 5.2, constituant. La machine à courant continu est constituée de 3 parties principales. L'inducteur, c'est le stateur. L'induit, c'est le rotor. Et le collecteur. Le stateur est constitué d'un aimant ou électroaimant. Son rôle est de créer un champ magnétique. Ici, on a un stateur à aimant permanent. On a le pôle nord et le pôle sud.
Pour le stateur constitué d'électroaimants, c'est un stateur bobiné. L'induit ou le rotor. Le rotor est un ensemble de spires conductrices mobiles autour d'un axe. Le collecteur est fixé à l'induit et en contact avec le balai. On les appelle aussi charbon. Permet de transmettre l'énergie électrique au rotor. C'est le collecteur et c'est le balai. On a ici une autre photo qui montre le collecteur et une autre photo qui montre le porte-balai, les balais et on a un câble d'alimentation. C'est une vue en coupe. On a l'induit bobiné, c'est l'inducteur, c'est les balais et le collecteur. On a ici, elle est en noir, c'est le ventilateur. 5.3. Principe. Le moteur à courant continu, il est constitué du stateur à aimant permanent. Donc c'est le stateur à aimant permanent. Il est constitué de deux pôles, pôle nord et pôle sud. C'est un stateur bobiné. On a le bobinage et matériel ferromagnétique. Et pour l'alimentation de l'inducteur, elle est appelée excitation. C'est un stateur à aimant permanent. C'est un stateur bobiné. Donc la fonction des deux stateurs, c'est créer un champ magnétique qui dit champ magnétique statorique. C'est le stateur, on l'appelle aussi inducteur. Et c'est le rotor, on l'appelle aussi induit. On a le collecteur et porte-balai et balai. Donc les balais, soit on dit les balais, soit on dit des charbons. Ils sont reliés électriquement au câble d'alimentation. L'induit est plongé dans le champ magnétique créé par l'inducteur. Par l'intermédiaire des charbons et des collecteurs, un courant électrique circule dans l'induit. Il se crée alors une force électromagnétique qui provoque la rotation de l'induit autour de son axe. On applique la règle des trois doigts de la main pour déterminer le sens de rotation. C'est la direction du champ magnétique, c'est la direction du courant. Donc, la direction qui reste, c'est la direction de la force. Donc, notre rotor va tourner dans le sens trigonométrique. Cinq quatre. Symbole. C'est le symbole d'un moteur à courant continu, c'est le symbole général. C'est le symbole d'un moteur à courant continu à aimant permanent.
et c'est le symbole d'un moteur à courant continu et inducteur bobiné. C'est un électroaimant. 5.5. Modèle équivalent du moteur à courant continu. Le comportement du moteur à courant continu peut être modélisé par une résistance R en série avec la force électromotrice E. Donc, c'est le stateur bobiné, c'est la tension et le courant d'excitation. Donc, on applique la loi d'Ohm. On a UE est égal à R fois IE, c'est pour l'inducteur. Et pour l'induit, on applique la loi d'Émail. Donc, U est égal à E plus RI. Donc, IE, c'est la tension d'alimentation de l'inducteur en volts. R, c'est la résistance de l'inducteur en ohms. IE, c'est l'intensité du courant d'excitation en ampères. Et pour l'induit, U, c'est la tension d'alimentation de l'induit en volts. E, c'est la force électromotrice générée par l'induit en volts. Et R, c'est la résistance du rotor en ohms. Et I, c'est l'intensité du courant de l'induit en ampères. « 5.6. Bilan des puissances et rendement. On va commencer par la puissance utile. C'est la puissance mécanique produite par le moteur pour entraîner une charge. PU, c'est le symbole de la puissance utile, est égal à C fois oméga. C, c'est le couple utile en newton-mètre. Oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Et on a oméga est égal à 2pi n avec n en tours par seconde. Et pour la puissance utile, l'unité c'est le watt. On passe maintenant à la puissance absorbée et la puissance de perte. Pour un moteur à aimant, la puissance absorbée, CPA, est égale à U fois I. Pour les pertes joules, on a P est égal à R fois I au carré. Pour un moteur à électroaimant, on a la puissance absorbée est égale U fois I plus UE fois IE. Et les pertes joules, P est égal grand R fois I au carré plus R fois IE au carré. Et pour les pertes constantes, les pertes constantes mesurées à vide, ce sont des pertes mécaniques dues au frottement et magnétique dans le fer. Et pour le rendement du moteur est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Les deux puissances sont en watts, est égal aussi à la puissance absorbée moins les pertes sur la puissance absorbée. Le rendement est sans unité. 5.7. Relation fondamentale dans un moteur à courant continu. On a l'expression du couple en fonction du courant. Donc C est égal Kc fois I. C, c'est le couple en newton-mètre. Kc, c'est une constante du couple en newton-mètre sur ampère. Et I, c'est l'intensité du courant de l'induit en ampère.
Et pour l'expression de la tension en fonction de la vitesse, E est égal KE' fois N. KE', c'est une constante de la vitesse en vitesse par tour par minute. Et N, c'est la vitesse de rotation en tour par minute. On a aussi E est égal KE fois oméga. KE, c'est une constante de vitesse en volts par radian par seconde. Oméga, c'est la vitesse de rotation en radian par seconde. Et on a oméga est égal 2πn avec n en tours par seconde. 5.8. Variation de la vitesse du moteur, un seul sens de rotation. Pour faire varier la vitesse d'un moteur, on peut faire varier la tension d'alimentation à ses bornes, mais dans ce cas, une partie importante de l'énergie est consommée par le dispositif d'alimentation. Donc, il est préférable d'alimenter le moteur de façon discontinue avec un hacheur et faire varier la tension moyenne à ses bornes. On a VEC, c'est la tension de commande. Donc, on alimente le moteur avec un créneau. Le hacheur provoque la variation de la valeur moyenne de la tension par découpage temporel. Pour pouvoir hacher la tension d'alimentation, on utilise 4 transistors de puissance. Ils se comportent comme des interrupteurs pilotés électriquement. Donc, lorsque VE est égal à 0, le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, on a un interrupteur ouvert. Et lorsqu'on applique une tension VE différente de 0, le transistor se comporte comme un interrupteur fermé. Donc, pour notre montage, pour alimenter le moteur, on a une tension de commande VE. Le transistor, c'est comme on a un interrupteur T. Lorsque le transistor passe de l'état saturé VE est différent de 0 à l'état bloqué VE est égal à 0, le moteur continue à tourner sous l'effet de l'inertie. Il se comporte comme une génératrice. Et pour éviter d'avoir des courants dans les transistors, on monte des diodes de roue libres, ce qui protège le transistor. On passe maintenant à la valeur moyenne de la tension d'alimentation. La période du signal étant petite, généralement inférieure à 15 millisecondes, le moteur tourne sans cascade grâce à l'inertie de son rotor. Le contrôle de la durée des périodes passées de la tension maximale par rapport au temps passé sans application de tension, V est égal 0 V, est appelée modulation par largeur d'impulsion, MLI. Le MLI est caractérisé par le rapport cyclique noté alpha. Alpha est égal TH sur T, avec TH, c'est la durée à l'état haut du signal, et T, c'est la période. Donc, si TH est égal à 0, alors alpha est égal à 0, et la tension moyenne de sortie est nulle. Si TH est égal à T, la période,
alors alpha est égal à 1. La tension moyenne de sortie est égale à VCC. Donc, c'est notre montage. Donc, pour calculer la tension moyenne, on utilise la formule suivante. V moyenne est égal à S sur T. S, c'est la surface. Donc, S est égal à TH fois VCC sur T est égal à alpha fois VCC. Pour mieux comprendre, on va voir l'exemple suivant. Donc, pour les deux chronogrammes, on doit calculer le rapport cyclique alpha et la tension moyenne. Pour le premier chronogramme, on a TH est égal à 6 millisecondes et T, la période, est égale à 10 millisecondes. Donc, on a la formule alpha est égal à TH sur T. Donc, alpha est égal à 6 sur 10. Donc, alpha 1 pour le premier chronogramme, c'est 0,6. Calculons maintenant la valeur moyenne. Donc, pour la tension moyenne, est égale alpha fois la tension maximale de notre signal, c'est 24 volts. Donc, c'est alpha fois 24. Donc, U moyenne 1 est égale à 14,4 volts. Donc, en réglant alpha 1 est égal à 0,6, la tension moyenne sera de 14,4 volts. Le moteur va réagir comme s'il était alimenté sous une tension continue à 14,4 volts. Pour le deuxième chronogramme, on a TH est égal à 2 millisecondes et la période T est égale à 10 millisecondes. Donc alpha est égal à TH sur T. Donc alpha est égal à 2 sur 10. Donc alpha 2 est égal à 0,2. Et pour la tension moyenne, U moyenne 2 est égal à alpha fois 24. Donc c'est la tension maximale. Donc, U moyenne 2 est égal à 4,8 volts. Donc, en réglant alpha 2 sur 0,2, la tension moyenne sera de 4,8 volts. Le moteur va réagir comme s'il était alimenté sous une tension continue de 4,8 volts. « 5.9. Variation de la vitesse du moteur de sens de rotation. Le sens de moteur à courant continu est imposé par la polarité de la tension d'alimentation. Pour inverser le sens de rotation, il faut être capable d'inverser la polarité de son alimentation. C'est le rôle du pont de transistor, ce qu'on appelle hacheur à 4 cadrans ou pont en H. C'est le montage pour alimenter le moteur pour les deux sens de rotation. Pour les transistors, c'est qu'on a 4 interrupteurs, T1, T2, T3 et T4. Principe général. On a ici 4 transistors symbolisés par des interrupteurs T1, T2 et T3 et T4. Ils sont montés en pont permettant de commander le sens de rotation du moteur. Pour des raisons de simplicité, la DRL n'est pas représentée.
Pour le premier sens, on a T1 et T4, ils sont fermés. T2 et T3, ils sont ouverts. Et pour le deuxième sens, on a T3 et T2 fermés et T1 et T4 ouverts. Cinq 10. Schéma de démarrage direct d'un moteur à courant continu de sens de marche. Attention, le schéma proposé ne comporte aucun des éléments de protection, sectionneur, disjoncteur. C'est le circuit de puissance. L1 c'est la phase, N c'est le neutre. On a un moteur à courant continu et on a deux contacteurs, KM1 et KM2. KM1 c'est le sens 1 et KM2 c'est le sens 2, c'est-à-dire le sens horaire et le sens trigonométrique. Donc, et c'est le circuit de commande. S1 c'est un bouton poussoir d'arrêt. S2 c'est un bouton poussoir marche sens 1. S3 c'est un bouton poussoir marche sens 2. Le rôle des différents contacts de contacteurs KM1 et KM2 sur le schéma de commande est: les contacts normalement ouverts assurent une fonction de temps maintien. Et pour les contacts normalement fermés, NC, empêchent l'enclenchement simultané des deux contacteurs, c'est-à-dire verrouillage électrique. C'est le circuit de puissance, c'est le circuit de commande. Pour les contacts auxiliaires 21-22 des contacteurs, assure l'interdiction de la double commande simultanée. Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation, le verrouillage des contacteurs KM1, alimentation du moteur qui tourne dans le sens 1. Et lorsqu'on appuie sur S1, c'est bouton poussoir d'arrêt, on coupe l'alimentation des bobines KM1, le contact revient à la position repos, qui provoque l'arrêt du moteur. Pour que le moteur tourne dans l'autre sens, on appuie sur le bouton poussoir S3. Alors, la bobine KM2 est excitée, ce qui provoque son auto-alimentation, le verrouillage du contacteur KM2, alimentation du moteur. Donc le moteur va tourner dans le sens 2, sur le sens trigonométrique. Lorsqu'on appuie sur S1, c'est le bouton poussoir d'arrêt.
on coupe l'alimentation de la bobine KM2. Donc, les contacts reviennent à leur position de repos, provoquant l'arrêt du moteur. Grand 6, moteur asynchrone triphasé. Ce type de moteur est couramment utilisé dans l'industrie en raison de sa robustesse, sa fiabilité et de son faible coût. C'est le symbole d'un moteur asynchrone triphasé. On a 3 phases, U1, V1 et W1. Six 1. Principe. On a 3 bobines du stateur réparties à 120 degrés autour de l'axe du moteur. Donc c'est l'axe du moteur, il est au centre. Ces bobines alimentées par un courant triphasé créent un champ magnétique au centre des dispositifs. Ces 3 champs, en se combinant, créeront un champ résultant tournant à la vitesse de synchronisme ns. Le rotor métallique voit naître dans ses parties conductrices des courants induits et devient le siège de la force électromagnétique qui provoque sa rotation dans le même sens que le champ magnétique, à une vitesse n légèrement inférieure à la vitesse de synchronisme ns. Six 2. Vitesse de rotation statorique, c'est-à-dire de champ tournant. On a 3 enroulements du stateur. On a le champ tournant CB et on a le rotor métallique conducteur. Donc ns, c'est la vitesse statorique en tours par seconde. Donc ns est égal F sur P. F, c'est la fréquence en Hertz. P, c'est le nombre pair de pôles. Et pour la vitesse rotorique, c'est-à-dire la vitesse de l'arbre moteur, on a n, c'est la vitesse de rotation du rotor en tours par seconde. Donc n est égal ns fois 1 moins g. Avec g, c'est le glissement en pourcentage. G est égal ns moins n sur ns. Exemple. Pour l'exemple suivant, on a le nombre pair par pôle, c'est 1. Et pour le deuxième exemple, le nombre de paires de pôles, c'est 2. En associant 2 bobines reliées en ciré à chaque phase, on double le nombre de pôles. 6-3, constituant du moteur asynchrone. Il est constitué du stateur, enroulement ou bobinage relié au réseau. Il est constitué aussi du rotor, enroulement induit en général, rotor en cage d'écureuil. Il est constitué d'anneaux de court-circuit et des barres de cuivre ou aluminium. Et on a le rotor bobiné.
C'est l'image d'un moteur asynchrone triphasé. C'est le stateur, bobiné. C'est le rotor. On a la boîte à bornes pour connecter le moteur au réseau. On a la plaque signalétique indiquant les caractéristiques du moteur. Carcasse permettant la dissipation thermique. Arbre de sortie pour transmettre le mouvement de rotation. On a des roulements à billes pour le guidage en rotation. Et un flasque avant et un flasque arrière. 6.4 Plaque signalétique. La plaque signalétique indique les caractéristiques du moteur. C'est la plaque signalétique d'un moteur. Donc pour type LS90LZ, c'est une référence propre au constructeur. Pour la puissance 1,5 kW, c'est la puissance utile délivrée sur l'arbre du moteur. Vitesse 1440 tours par minute indique la vitesse nominale du rotor. Fréquence 50 Hz, c'est la fréquence du réseau d'alimentation. pH 3, c'est le nombre de phases, c'est-à-dire c'est un moteur triphasé. S1, service S1 définit le type d'utilisation du moteur, marche continue, intermittente. 76, c'est le rendement, c'est-à-dire le rendement du moteur est égal à 76%. Donc, il permet de connaître la puissance électrique consommée ou absorbée. La tension 230 volts et 400 volts. Pour 230 volts, la première, elle indique la valeur nominale de la tension aux bornes d'un enroulement. La seconde indique la valeur nominale de la tension aux bornes de deux enroulements. Elle justifie le couplage étoile ou triangle à effectuer en fonction du réseau d'alimentation. Et pour des intensités 6,65 et 3,84 ampères, elle représente l'intensité absorbée par le moteur pour chaque couplage, c'est-à-dire couplage étoile ou triangle, qu'on va voir par suite. Et pour la valeur cos phi est égale 0,78, permet de calculer la puissance réactive consommée par le moteur. Donc, cos phi est égal 0,78, donc c'est le facteur de puissance. « 5.6 Couplage. On a la plaque signalétique de moteur asynchrone. Donc la tension maximale que peut supporter un enroulement du moteur est de 230 volts. Pour le montage étoile, les trois enroulements ont une borne en commun, considérée comme reliée au neutre. L'autre borne de chaque enroulement est reliée à des phases du réseau d'alimentation, L1, L2, L3. La tension aux bornes de chaque enroulement est donc la tension simple V. Donc V est égal à 230 volts. Donc dans
un réseau de 230-400 volts, chaque enroulement est alimenté sous 230 volts. On a la boîte à bornes, et aussi appelée plaque à bornes. On a des connexions à l'intérieur du moteur. On utilise deux barrettes de couplage pour relayer les bornes V2, U2 et W2. On passe maintenant au couplage triangle. I, c'est le courant en ligne en ampères. J, c'est le courant dans un enroulement en ampères. La relation entre les deux courants I et G, donc I est égal J fois racine de 3. Et pour chaque enroulement est alimenté entre deux phases. La tension en borne de chaque enroulement est la tension composée, U. Dans le cas du réseau de 130 volts, 400 volts, chaque enroulement est alimenté sous 400 volts. Pour réaliser le couplage triangle, on utilise trois barrettes de couplage. On relie V2 avec W1. Pour la deuxième barrette, on relie U2 avec V1. Et pour la troisième barrette, on relie W2 avec U1. On passe maintenant au bilan des puissances. À l'entrée du stator, on a la puissance absorbée. PA est égal à racine de 3 fois U fois I fois cos phi. Au niveau du stator, on a des pertes joules statoriques et des pertes fer statoriques. Pour les pertes joules au stator, PJS est égal 3 fois petit r fois I au carré dans le cas du montage étoile, est égal 3 fois petit r fois J au carré dans le cas du couplage triangle. Et on peut utiliser la formule 3 sur 2 fois grand R fois I au carré. Donc, quel que soit le couplage, petit r, c'est la résistance d'un enroulement. Grand R, c'est la résistance entre deux phases. Et pour les pertes fer au stator, ils sont mesurés à vide. Et à la sortie du stator ou à l'entrée du rotor, on a la puissance transmise au rotor. PTR est égal PA moins PJS moins PFS. Est égal aussi CE fois oméga S, avec CE, c'est le couple électromagnétique en newton-mètre. Oméga S, c'est la vitesse angulaire statorique en radians par seconde. On a au niveau des roteurs les pertes joules rotoriques et les pertes fer rotoriques qui sont négligeables. Pour les pertes joules rotoriques, PJR est égal à J, le glissement, fois PTR. Les pertes dites constantes, PC est égal PFS plus PM. Les pertes mécaniques PM sont déterminées par un essai à vide.
Et pour la puissance utile, PU est égal CU fois oméga. CU, c'est le couple utile, est égal aussi PA moins la somme des pertes. Pour le rendement du moteur et les 100 unités, le rendement est égal PU sur PA est égal aussi PA moins la somme des pertes sur PA. PU et PA, la puissance en watts. 6-8. Démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé en un seul sens de marche. C'est le circuit de puissance. On a trois phases, L1, L2, L3. Donc c'est l'alimentation de puissance. On a un sectionneur porte fusible Q1. C'est pour isoler électriquement l'installation de son alimentation. Et on a le contacteur KM1 pour établir l'alimentation du moteur. Et on a un relais thermique F1. C'est pour la protection contre les surcharges. Et on a un moteur triphasé. Pour le circuit de commande, il est alimenté sous 24 volts. On a le contact auxiliaire du sectionneur porte fusible Q1. On a S0, c'est un bouton d'arrêt, c'est pour l'arrêt. Donc, on a le contact auxiliaire du relais thermique. On a S1, c'est le bouton marche. Donc, on a le contact auxiliaire KM1 et la bobine du contacteur KM1. Une impulsion sur le bouton marche, c'est-à-dire S1, enclenche KM1. On a une auto-alimentation par le contact auxiliaire. Le moteur va tourner. Une impulsion sur l'arrêt, c'est S0, provoque l'arrêt, donc c'est-à-dire l'arrêt du moteur. Exemple. On a le circuit de puissance, le circuit de commande. Pour S1, c'est un bouton poussoir d'arrêt. Et S2, c'est un bouton poussoir marche. Le schéma est représenté en position repos. Donc la première étape, c'est la mise en marche en actionnant le sectionneur Q1. Le contact auxiliaire de Q1 placé dans le circuit de commande se ferme. Une action sur le bouton poussoir S2. Le contact auxiliaire 13-14 se ferme et permet une auto-alimentation de la bobine du contacteur KM1. Lorsque le poussoir S2 est relâché. Alimentation du moteur, alors le moteur tourne. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1, c'est un bouton d'arrêt. On coupe l'alimentation de la bobine. Les contacts reviennent à leur position initiale, ce qui provoque l'arrêt du moteur.
6.9. Démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé, deux sens de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il suffit de permuter deux phases d'alimentation. Pour cela, on utilise un contacteur inverseur. Il est constitué de deux contacteurs, KM1 et KM2, associés à un verrouillage mécanique symbolisé par un triangle. On a ici KM1 et KM2. KM1, il est fermé, donc c'est le sens 1. Pour le deuxième sens, on ferme le contacteur KM2. Donc dans ce cas, on a permuté deux phases d'alimentation. Donc les phases qu'on a permutées, c'est L1 et L3. Donc L1 il est en bleu et L3 en vert. C'est le circuit de puissance, c'est le circuit de commande. On a ici un verrouillage mécanique. Le rôle de ce verrouillage mécanique, c'est éviter la fermeture des deux contacteurs simultanément, c'est-à-dire KM1 et KM2. Les contacts auxiliaires 21 et 22 des contacteurs assurent l'interdiction de la double commande simultanée. Explication du schéma de câblage. La première étape, c'est la mise en énergie en actionnant le sectionneur Q1. Le contact auxiliaire de Q1 placé dans le circuit de commande se ferme. Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation, le verrouillage du contacteur KM1, l'alimentation du moteur, donc le moteur tourne dans le sens A, c'est le sens horaire. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1, c'est un bouton poussoir d'arrêt. On coupe l'alimentation de la bobine KM1. Donc le contact revient à la position de repos, ce qui provoque l'arrêt du moteur. Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM2, ce qui provoque son auto-alimentation, le verrouillage du contacteur KM2. Donc le moteur est alimenté, le moteur tourne dans le sens 2, c'est le sens trigonométrique. Lorsqu'on appuie sur le bouton d'arrêt S1, on coupe l'alimentation de la bobine KM2, les contacts reviennent à la position de repos, ce qui provoque l'arrêt du moteur. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouvelles vidéos.